Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue dans l'espace Desjardins. Bienvenue à nos rendez-vous d'innovation du Desjardins Lab. On est vraiment content de vous accueillir, de vous voir si nombreux. On a des boules d'énergie, de l'eau citronnée si qu'ils veulent, puis on a Bouddha Station qui est présent si jamais vous voulez dans le futur commander des repas. C'est possible de le faire. C'est une cantine virtuelle vraiment intéressante qui offre un bon menu santé. Alors, au midi de rendez-vous d'innovation, en fait, aujourd'hui, notre but au Desjardins Lab, c'est de vous offrir une programmation vraiment variée, avec des sujets vraiment intéressants. Puis on est vraiment content aujourd'hui d'accueillir un sujet qui, je pense, qui suscite beaucoup la curiosité des gens. Notre programmation, on veut vraiment, en fait, vous avez ici des mots-clés, n'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker. On est en direct aussi sur Facebook et puis la conférence sera disponible bientôt sur notre chaîne YouTube. Alors, dans le but de toujours se surpasser au Desjardins Lab, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à présenter? Bien, je pense que Stéphane Leblanc, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressant à écouter. C'est notre conférencier aujourd'hui. Il va venir parler du leadership conscient. Est-ce que vous savez c'est quoi un peu le leadership conscient? Je pense que oui, certaines personnes non. La meilleure personne pour vous en parler, c'est Stéphane Leblanc. Donc, je vous laisse avec M. Leblanc une belle main d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je venais ici pour apprendre de vous c'était quoi le leadership conscient. Aujourd'hui, ça va être quelque chose de spécial. J'aimerais que ça soit très coopératif, très collaboratif, très participatif. Parce que moi, j'aime ça avoir du fun. Ça vous tente-tu d'avoir du fun pendant 1 heure? OK. Il fait froid à Montréal, mais il fait beau, c'est un soleil, vous avez un bel environnement, fait qu'on va avoir du fun ensemble. Puis on va explorer c'est quoi le leadership conscient. Avant de commencer la présentation, j'aimerais vous présenter Jeanne Reilly, qui est une personne très spéciale dans mon organisation. C'est la personne, quand j'ai poursuivi mon projet de vie de lancer une organisation, qui a dit « Hey, c'est cool ce que tu fais, j'ai le goût de faire ça avec toi. » Je vais vous raconter d'où je viens après, puis c'est tout un tremplin que j'ai lancé. Donc, je vais juste vous présenter Jeanne, vous demander peut-être de dire... Bonjour tout le monde, je m'appelle Jeanne, je suis cofondatrice avec Stéphane du Centre international du leadership conscient. Je vais quand même laisser à Stéphane, il va présenter c'est quoi exactement, mais je veux tout simplement vous saluer, vous remercier d'être venu, vous remercier, vous pouvez même vous remercier vous-même. Je pense que ça va être un moment extraordinaire. Je pense qu'on va tous apprendre. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Donc, bonne conférence. Merci. Aujourd'hui, on va parler de leadership puis de conscient. Il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi tu parles de leadership conscient? Est-ce que le leadership ne devrait pas toujours être conscient? Ben oui, la réponse c'est oui. Malheureusement, dans la société, on a des fois du leadership inconscient. On aura la chance d'en parler tantôt, ce que ça veut dire. Et l'impact dévastateur que ça peut avoir sur les gens, sur l'environnement, sur la société, sur les générations futures. Donc, on va commencer. Notre vision au Centre de leadership international conscient, moi j'ai brièvement, ça fait 30 ans que je suis en affaires, j'ai 51 ans. J'ai un corps très jeune, mais mon corps est 51 ans. J'ai fait 30 ans de carrière dans la grande entreprise. J'ai occupé des très hauts postes dans l'aviation, dans différentes entreprises. Et ça fait 10 ans environ que je fais du leadership conscient. J'ai découvert ça il y a 10 ans, par un voyage de transformation assez important comme gestionnaire. Et grâce à ça, j'ai réussi avec les équipes que j'ai gérées à faire des transformations que les gens ont dit « Wow, comment ça s'est fait ça? C'est quasiment un miracle que vous avez fait ça. » Et une des choses, juste pour, vu qu'on est dans une institution financière, j'ai travaillé avec une équipe en 2008-2010 pour prendre une organisation de 3000 personnes qui perdait 50 millions par année. Puis après 22 mois, on faisait 50 millions. L'engagement est passé de 65 à 78. On est passé de 8e place service à la clientèle à 2e, toutes des choses comme ça. Fait que c'est... Je ne le dis pas pour me vanter, juste pour vous dire que le leadership conscient, ça marche. Notre mission au Centre de leadership conscient, il y a 10 mois, j'ai eu cette vision-là que ma carrière, c'était un chiffre complet qu'il fallait que je fasse. J'ai vu dans les affaires pendant 30 ans beaucoup de leadership inconscient. J'ai vu beaucoup de vies humaines, des gens qui se sacrifiaient pour des entreprises, puis finalement, ils n'étaient pas récompensés, on n'en prenait pas soin, etc. Et j'ai eu de la misère à comprendre que les leaders ne comprenaient pas qu'en prenant soin du monde, on prendrait soin des clients, puis on aurait tous les profits qu'on voudrait. J'avais de la misère à comprendre ça. Donc, j'ai eu la vision qu'il fallait que je parte une organisation pour changer ça. Donc, notre mission à nous, c'est très simple.
c'est qu'on est des catalyseurs de la transformation des leaders et des organisations pour élever la conscience dans les organisations à travers le monde. Puis avec ça, on pense qu'ensemble, on va pouvoir co-créer un avenir prometteur pour l'humanité, mais aussi nos enfants, nos petits-enfants, etc. Donc, le leadership conscient, ça veut dire être conscient. Ça veut dire être présent. Fait que là, je vais vous faire un cadeau. 3 minutes de présence. Est-ce que ça vous tente? Je vous demanderai de fermer vos yeux pendant 3 minutes. Ça va durer juste 3 minutes. On va faire une petite méditation. Puis ceux qui n'ont jamais fait ça, ben faites juste me suivre. Donc, fermez vos yeux et mettez votre focus dans votre corps. Mettez votre focus sur votre respiration. La chose la plus fondamentale, qu'on n'a même pas besoin de penser. Ça se passe tout seul. Et sentez l'air entrer dans vos poumons, à travers votre bouche, à travers votre nez, qui amène de l'oxygène à toutes vos cellules, qui est tellement essentiel. Et pendant que vous mettez votre attention sur votre respiration, c'est fort probable qu'il y ait des pensées qui vous arrivent. Mais faites juste les accueillir et laissez-les partir. Et ramenez votre focus sur votre respiration. Peut-être mettre le focus sur votre corps, le véhicule qui nous transporte dans toute la vie, qui des fois on n'apporte pas beaucoup d'attention. Voir s'il n'y a pas des parties de votre corps qui sont plus tendues. Juste peut-être y apporter un peu d'attention, un peu d'amour. Puis avoir de la gratitude pour ce corps-là qui est votre véhicule dans cette vie. Qui des fois se laisse abuser et vous transporte quand même. Et si ça vous tente, peut-être à prendre 3 respirations profondes, puis de vous laisser, en inspirant, absorber cet oxygène pur-là, puis en expirant, là, de faire un son. Laissez sortir tout le méchant, là, la cochonnerie. Et en terminant, mettre le focus sur votre cœur. Un autre organe essentiel qui amène tous les globules, tout l'oxygène à toutes vos cellules. Puis avoir de la gratitude pour votre cœur. Mais aussi, vous ramener à un élément dans votre vie pour lequel vous avez de la gratitude en ce moment. Une personne, un événement, un objet, peu importe. Et laissez-vous imbiber de cette gratitude-là. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Puis, ça a l'air? C'est bien? 3 minutes. Souvent, je dis aux gens, tu sais, je recommande aux gens de méditer peut-être 10 minutes par jour, mais des fois, on n'a pas le temps, tu sais. Et si vous allez dans votre journée, on est tout le temps occupé, hein, la vie c'est occupé, plein de meetings, plein de choses. Si vous avez quelque chose de vraiment important à faire, tu sais, un meeting, une date ou je ne sais pas quoi, prenez 3 respirations profondes, juste ça. Des fois, ça vient nous centrer. Et en passant, c'est ce que les athlètes de haut calibre font. Donc, pourquoi on a fait de la méditation? Je ne veux pas vous donner un cours avancé, mais la méditation, c'est pas juste un exercice de relaxation. La relaxation, c'est comme un des effets secondaires. C'est quoi vraiment la relaxation? C'est un exercice de centration. Ça nous permet d'être présent. Est-ce que ça vous arrive des fois de ne pas être toujours présent? On est quelque part, mais on n'est pas vraiment là. Hein, moi, j'aime beaucoup les outils comme ça, tu sais. Mais ça fait que des fois, on est un peu addict, tu sais. On est là, mais on n'est pas vraiment là, tu sais. Puis un grand prof de méditation, il a écrit un livre, il dit « Wherever you go, there you are ».
Ça, si on peut adopter ça, ça fait toute une différence. Il y a de la science qui rentre dans la méditation qui est vraiment importante. C'est que dès que vous vous levez et que vous regardez votre téléphone, vous tombez dans les fréquences du cerveau qu'on appelle bêta. En anglais, on dit multitasking. On fait plein de choses en même temps. Tu sais. Puis je joke souvent avec ma femme, les hommes, on pense qu'on peut faire beaucoup de choses en même temps, mais c'est pas vraiment vrai. Tu sais. Avec ma femme, elle me dit, si tu me parles, regarde-moi dans les yeux. Tu sais. Mais souvent, le défi avec le bêta, ça nous permet de vivre une vie active. Le défi qu'on a, c'est que, oui, on est alerte, on est éveillé, mais c'est aussi la zone de stress, d'anxiété, de peur, d'irritabilité, de colère. On n'est pas vraiment dans notre zone. Puis il n'y a pas un athlète olympique qui gagne dans cette zone-là. Dès qu'on ferme les yeux, vous l'avez peut-être senti, on tombe dans une autre zone. On tombe dans une zone où on commence à relaxer, mais non seulement ça, c'est que c'est la zone qu'on dit où on focus sur une seule chose. Dans notre vie, il y a des moments où on focus sur une seule chose, même quand on ne médite pas. Vous les connaissez dans votre vie, des fois c'est en train de lire un livre, on marche dans la forêt, on fait juste ça. Dans la douche. Des fois on a une idée. Pourquoi qu'on a une idée? C'est parce qu'on laisse la place. Fait que votre cerveau, il y a 55 000 pensées par jour. La plupart, c'est les mêmes qu'hier, les mêmes que demain. 99% sont inutiles. Mais quand vous laissez la place, il y a l'idée de génie qui va sortir. Puis c'est aussi la place où on a un peu de paix intérieure. 3 minutes, ça nous donne un peu de paix. Mais si on continue, hop, tout à coup, on tombe dans une autre zone. Là, c'est la zone de l'inspiration. Je ne sais pas si vous savez, Benjamin Franklin, qui a inventé 1000 brevets, c'était un méditateur. Il s'assoyait sur une chaise avec 2 balles de métal, 2 plaques de métal. Il s'amenait jusqu'au sommeil, puis là, quand les balles tombaient, il se réveillait, mais il a inventé 1000 affaires. Fait que c'est la zone d'intuition, etc. Puis si on continue à méditer, mais là, on va dans la zone presque zéro, là, c'est que ça, c'est la zone de guérison profonde. Puis je vais parler tantôt de guérison, parce qu'on est tous, tout le monde, en voyage de guérison, de plein de choses qui s'est passées dans notre passé. Fait que la méditation, c'est aussi une femme, j'allais dire très wise, qui a écrit un livre, elle s'appelle Anna Wise, sur la pleine conscience. Donc, on appelle ça la pleine conscience. Ce qu'elle dit, c'est que ça nous permet d'aller chercher l'état d'esprit qui est le plus optimal. On peut le commander, cet état d'esprit-là, qui est le plus bénéfique dans toutes les circonstances. Fait qu'à un moment donné, c'est le temps d'être en multitasking. Il y a un feu, je suis un chef pompier, c'est le temps d'être dans l'action. Mais la plupart du temps dans notre vie, même dans le travail, c'est qu'on traite toutes les situations comme si on était en danger, alors que ce n'est pas vraiment vrai. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous fâcher dans un meeting avec des collègues ou de sentir une colère? Jamais? Hein, des fois. C'est que des fois, il y a des situations qui se passent puis on n'est pas en contrôle de nos émotions. En étant en pleine conscience, c'est qu'on peut se rendre compte, oh, coudonc, elle vient de dire quelque chose, ça vient de triggerer quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je te pointe, là, mais je ne la connais pas. Elle fait juste être qui elle est, puis son autre collègue n'est pas choqué, mais moi je suis choqué. Fait que la pleine conscience, ça nous aide à dans le fond, être optimalement dans notre zone de performance comme humain. Pas juste comme leader, comme humain. J'ai rencontré un jour un surfeur qui a gagné le concours des Mavericks à San Francisco, des vagues de 40 pieds. Il dit, quand tu es en haut, si tu tombes, tu meurs. Parce qu'en dessous, c'est plein de choses. Il dit, Stéphane, quand tu es en haut, c'est le meilleur moment de ta vie, tu ne penses à rien d'autre. Tu es dans ton zone de flow. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, le flow? C'est quoi le flow pour toi? Constant flow of happiness? C'est la synchronicité quand tu es dans la vie, c'est les gens que tu vas rencontrer, c'est ton état optimal que tu es en. C'est un micro. Il paraît qu'on peut se le lancer aussi après. En fait, le constant flow of happiness, c'est quand que ta vie est complètement en synchronicité avec ton purpose, donc ta raison d'être. Qu'est-ce qui se passe, c'est que tu te lèves le matin à une heure spécifique, tu vas ouvrir ton téléphone, ça va être à 333. Tu vas tourner le coin de la rue, la lumière elle va être verte. Juste donner un exemple, je vais au gym au coin de Peel et Wellington. Vous savez comment c'est occupé. Il n'y a pas une journée où j'ai pas de parking. Donc, c'est ça le flow. Ça l'aide entre autres à trouver des stationnements. Mais si vous étudiez les gens qui ont gagné des médailles d'or aux Olympiques, ils vont vous dire, dans ce moment-là, j'étais dans un état où il n'y avait pas de temps. Je ne savais même pas où j'étais. Je faisais ce pourquoi je suis né, ce pourquoi je me suis entraîné depuis au moins 15 ans. Puis c'est pour ça que j'ai gagné. Et j'ai rencontré à un moment donné le coach je me souviens même leur nom, les 2 sœurs qui ont gagné les ski de boss. J'ai rencontré le coach Jean-Paul.
Puis celle qui a gagné la médaille d'or la dernière fois, c'est la plus jeune des 3 sœurs, 19 ans. Puis elle m'a amené, c'est sûr qu'elle avait des chances de gagner. Elle était sur le top de la montagne. Puis là, je la voyais regarder le podium en bas. Là, j'ai dit, ça ne marche pas. Il dit, viens-t'en, on va aller faire une marche. Là, tu vas juste te ramener. C'est pourquoi tu fais ce que tu fais depuis que tu as 4 ans. Puis oublie ça, le podium. Puis elle a gagné la médaille d'or. Mais si elle focusait sur gagner, elle aurait perdu. T'sais. Fait que l'état de flow, la méditation contribue à ça. Et c'est aussi bon dans le travail parce qu'on vient travailler. On travaille 40 heures, 50 heures, 60 heures, 70 heures. Mais si on est capable dans un état de flow, c'est qu'on peut augmenter notre productivité de 5 fois. 5 fois. Donc, en augmentant notre état de flow de juste de 20 %, on vient de doubler notre productivité. Ça veut dire qu'on en fait plus avec le temps qu'on est prêt à s'engager ou on fait tout ce qu'on a à faire en moins de temps. Je vous le dis, ça fonctionne. Puis la méditation est un des facteurs pour contribuer à ça. Si ça vous tente de méditer, plein d'applications sur iPhone, whatever, dans une, commencez quelques minutes par jour. Je vous le dis, ça va changer votre vie. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, de ce qui se passe dans le monde? Là, puis là je parle du monde en général. Là. Parce que nous, on est au Canada, au Complexe des Jardins, une belle conférence, fait qu'on est quand même dans un environnement super cool. Mais dans le monde, il y a plusieurs défis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y avait une opinion? Qu'est-ce que tu penses dans le monde? Comme tu veux, je vais traduire. Thank you. Hello, my name's Erin. What do I think about the state of the world? Things move so quickly, you barely have time to think. You're completely overloaded, and there's a lot of pressure to produce. There's a lot of pressure to be your best self. There's a lot of pressure to play your multiple roles. And there's a lot of uncertainty. C'est quelqu'un d'autre qui voudrait contribuer? Oui? J'aborderai une autre vision du Comme tu monde veux. où je sens que les humains sont déconnectés actuellement partout dans le monde et que ce qui me pousse à penser ça, c'est de voir tout ce qui se passe dans les différentes villes, que ce soit les guerres, les shootings dans les écoles, le fait que les gens ne se parlent pas dans la rue, que se retournent pas dans la rue dans beaucoup d'endroits, qu'on ne pense pas beaucoup souvent à aider notre prochain, alors que je pense que ça devrait être le purpose de l'humain. Merci. Donc, les humains sont déconnectés un avec l'autre, peut-être aussi déconnectés avec la réalité de la vie. Donc, moi, j'ai une opinion, évidemment. Moi, je pense qu'on vit une crise mondiale de leadership. C'est une crise de conscience. Je vais tantôt parler, c'est quoi ma définition de la conscience? C'est que la plupart des leaders dans différentes organisations, pays, gèrent avec leur ego. Il y a un leader dans le sud du Canada. Dans son pays, 11 000 personnes qui sont tuées par des fusils par année, puis on fait rien. On fait rien. Fait que 11 000 personnes tuées avec des fusils dans un pays moderne, c'est 5 fois le World Trade Center, l'attaque. Là. Mais on fait rien. C'est correct. Mais il y en a au Canada aussi, là. Il y a des gens dans la rue, on va faire le tour tantôt, il y a des gens qui sont dans la rue. Pourtant, comme citoyenneté, on investit dans des choses publiques. C'est correct, mais pourquoi qu'on laisse ces gens-là? Pourquoi qu'il y a des quartiers défavorisés où les écoles ne sont pas adéquates? Donc, on a des guerres, on a des leaders, des fois, pour faire des fins de trimestre meilleures. On va mettre des milliers d'employés à pied, puis on se paye des bonus de plusieurs millions de dollars, comme si de rien n'était. Je ne sais pas si vous savez, mais au Groenland, il y a tellement de glace qui a fondu que la neige, elle reflète la lumière, vous savez. Ce matin, c'était beau. Il y a tellement de glace qui a fondu qu'il y a un gros lac qui s'est fait par-dessus un gros glacier. Puis là, l'eau, ce que ça fait, ça absorbe la chaleur. Fait que là, on vient d'accélérer la fonte des glaciers. Le glacier, il y a 2,1 milles d'épais. S'il fondait tout, l'Atlantique serait 20 pieds plus haut. Fait que tout le monde serait inondé. Mais on sait qu'il y a plein de choses qui se ramassent dans le Pacifique. Les bouteilles d'eau qu'on achète recyclables, mais sont-elles vraiment recyclables? Le Pacifique est plein de ça. Les feux de forêt en Californie, vous avez vu, c'est incroyable, ce qui s'est fait. Puis on a plein de pays où il y a combien d'enfants qui meurent de faim par année. Pourtant, il y a des gens qui valent 100 milliards de profit, d'argent. Fait que moi, je pense qu'on a une grosse crise de conscience et je ne suis pas le seul à le penser. Fait qu'on va parler aujourd'hui de leadership conscient. Puis, vous connaissez Einstein, un homme très sage. Lui avait dit, on ne peut pas résoudre des problèmes avec le même niveau de conscience qu'on les a créés. Il faut s'élever de conscience. Il fait longtemps qu'il a dit ça, là. Donc, moi, je crois qu'on a besoin d'une nouvelle façon de penser. Il faut penser totalement out of the box. Ça prend un niveau de conscience plus élevé, puis on va parler tantôt de ça veut dire quoi. Ça prend une nouvelle façon d'être, donc pas juste faire. Toute ma vie, moi, comme vous autres, j'ai étudié
Polytechnique, HEC, MBA, on m'a montré à faire. On ne m'a jamais montré à être. Et plus on monte dans la direction, plus j'ai appris qu'on ne fait pas grand-chose. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait? On communique, on crée un contexte pour la performance des autres. Dans toute institution, la personne la plus haute, ce n'est pas la personne qui fait les transactions financières, ce n'est pas la personne qui fait les rapports. Donc, la façon d'être, elle a vraiment un impact. Et moi, je vais raconter ce que je vous disais tantôt en 2008, la grande transformation que j'ai faite. La première année, c'était difficile. Beaucoup de pression. Puis une année après un an, je suis allé dans les vacances estivales, je suis revenu, puis tout mon staff, mes directeurs, disent « Stéphane, t'as changé. C'est cool. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez? Mais tu souris maintenant. » Donc, la première année, j'avais tellement de pression que je ne souriais pas. Puis la deuxième année, j'ai dit « OK, ben ils m'ont pas mis à la porte, ça veut dire que je dois être quand même bon. » Puis finalement, on a commencé à faire une vraie transformation. Donc, la façon d'être, le contexte que je créais avec mon sourire, ma façon d'être créait le contexte pour les autres. Donc, c'est quoi le leadership conscient pour vous autres? Ça me prend 2-3 personnes. Puis si personne ne répond, je les choisis. OK? Toi, qu'est-ce que tu penses? Ouais. Je vais te donner le blanc. Ça a l'air que je peux le lancer. Je pense que c'est de créer la possibilité pour les gens qui nous entourent, à travers notre présence puis notre conscience, d'être présents à eux-mêmes puis d'être au maximum de leurs possibilités. Good. Donc, de créer un contexte pour que les gens soient leur meilleur. OK? Oui? J'aime ça le lancer. Pour moi, c'est vraiment être ici et maintenant. Vraiment arriver. Être là. Être là. Parfait. Autre personne dans ce coin-là? Oui? Oups! C'est pas du vin, c'est correct? Non, c'est ça. Comprendre l'impact de nos actions. Oh, impact. OK, parfait. Merci. Donc, voici comment moi je vois le leadership conscient. C'est un nouveau paradigme de leadership. C'est nouveau parce que beaucoup de leaders ne sont pas nécessairement dans ce modèle-là. Et on sait c'est quoi un paradigme, mais c'est comment on voit la vie. C'est comme on vient de changer de paire de lunettes. Et c'est un paradigme qui vise le bien commun plutôt que seulement les intérêts personnels. Est-ce que ça veut dire qu'on oublie les intérêts personnels? Non. On veut, mais c'est d'avoir un équilibre entre les deux. Donc, au lieu de me promener dans la vie, prendre tout ce que vous avez à donner pour moi, c'est qu'on a un équilibre entre les besoins de chacun. Et plus tu es haut, plus tu deviens au service des gens. C'est aussi un leadership qui est guidé par une vision très claire de où on s'en va et propulsé, le power, le fuel, par des valeurs. On va parler beaucoup de valeurs aujourd'hui, parce que comme humains, on a tous des costumes différents aujourd'hui, on a plein de choses, mais ce qui est le plus fondamental, c'est nos valeurs. C'est très, très fondamental, on en parlera tantôt. Et le leadership vise le bien-être de toutes les parties prenantes. On sait comme leader, les parties prenantes, mais évidemment, il y a les actionnaires sur notre entreprise publique, puis beaucoup de gestionnaires focus là-dessus. Profit, actionnaire, maximiser la valeur des actionnaires, c'est ça qu'on enseigne dans les écoles de gestion. Nous, ce qu'on dit, c'est que le leadership conscient, c'est ça, mais c'est aussi prendre soin de tout le reste. Les employés, les clients, la communauté, l'environnement, puis les générations futures. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des enfants? Sûrement quelques-uns de vous. Quand vous les regardez dans les yeux, là, c'est quoi vous voyez? C'est quoi tu vois quand tu regardes dans les yeux de tes enfants? L'avenir? Oui. Est-ce que tu es confiant ou inquiète pour leur avenir? Non, je suis confiante. Confiant? Parfait. Naturellement. Parfait. Cool. Est-ce que tu sens de l'amour quand tu le regardes dans les yeux? Oui, hein? Ça se pourrait-tu que... Pardon? Quand j'en parle, on me sent. Ben oui, je sais. Mais c'est ça que j'ai senti. Mais je crois que le leadership conscient est aussi basé, on en parlera tantôt. Carl Jung, psychologue, hein, il a dit qu'il y a 2 émotions de base, l'amour, la peur. Puis là, je parle d'amour avec un grand A, là. Okay? Donc, un leadership qui vise à co-créer. On est tous en processus de co-création. Il n'y a personne ici qui peut résoudre le monde au complet. On est tous ensemble pour créer un avenir. Et il y a des gens très intelligents qui ont expliqué que la particule de l'air que tu viens de respirer, elle a été propulsée par un Chinois il y a 5 jours. Tu as beau regarder ce qu'ils font en Chine, mais c'est la même chose. Ce que tu viens de lancer dans l'océan s'envoie là-bas. Tout est interrelié. On est tous interconnectés, interdépendants, comme on ne l'a jamais été. Donc, notre responsabilité comme leader, comme employé, comme humain, c'est de laisser une place pour que nos enfants puissent vivre un jour. T'sais. Et l'humanité est la seule espèce qui détruit son habitat. Il n'y a aucune autre espèce qui détruit. Et non seulement ça, il détruit je ne sais pas combien d'espèces animales sont extinctes à cause des humains. Donc,
Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a 4 volets au leadership conscient. Il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus, mais c'est comment nous, on interprète. En premier lieu, ça prend la transformation, comme personne. Il faut reconnaître qui on est et comment on peut se transformer. On va en parler. Deuxièmement, la maîtrise personnelle. Est-ce que je suis en maîtrise de moi-même? Si je suis un leader et je veux gérer les autres, est-ce que je me maîtrise moi-même, mes émotions? Est-ce que je suis en contrôle de mes émotions? Troisièmement, la notion de service. Plus on est dans un poste de leadership élevé, plus on est au service des gens. C'est contre-intuitif. Des fois, il y a des gens qui sont assoiffés de pouvoir et disent « Moi, je vais finalement être contrôlé. » Non. Plus tu es haut, plus tu sers les gens. Et finalement, la vision. Quelle est notre vision, où on veut s'en aller, mais comment on amène les gens avec nous, etc. Et qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous? Un jour, on prend notre retraite. Qu'est-ce qu'on a laissé aux gens? Qu'est-ce qu'on a laissé à l'humanité? Transformation. Il y a une raison pourquoi je mets un papillon. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire d'un papillon? C'est quoi la biologie d'un papillon? Non? Vous savez, la chenille, quand elle est née, là, tu veux-tu le raconter? Vas-y, passe-y le micro. Lance-y, elle est capable d'attraper. En fait, ça commence avec la chenille, Ouais. qui n'est pas très belle à voir, qui est comme un peu grise et noire. Ouais. Ensuite, il y a le cocon, qui est souvent qu'on va réfléchir. Chez l'humain, je pense que la phase cocon, c'est de réfléchir, de se questionner. Et à un moment donné, c'est ça devient un beau papillon. C'est ça. Je sais que le papillon, il ne vit pas longtemps, par exemple. Ça, je ne sais pas. Mais il vit une belle vie. Oui. Mais la mission de la chenille, c'est juste de se gaver. La chenille, elle ne pourrait pas vivre comme chenille, elle exploserait. C'est juste de se gaver, de manger. Accumuler d'énergie, à savoir dans un cocon. Vous savez, dans le cocon, c'est ni la chenille ni le papillon, c'est un état de plasma. C'est comme un état de pas d'état. Si nous, on devait passer à travers ça, ça serait fou. Après ça, elle devient un papillon. Et vous savez, quand la chenille devient un papillon, elle détruit les morceaux de son corps parce qu'elle ne comprend pas. Puis finalement, ça devient trop vite, puis là, elle devient papillon. Puis là, elle dit hey, c'est cool d'être papillon, c'est le fun. Mais c'est ça la transformation. C'est que avant, après, c'est une transformation totale. Nous, comme humains, on a le droit de faire ça aussi. Fait qu'on va en parler. Maintenant, c'est quoi la différence entre un changement et une transformation? Dans beaucoup d'entreprises que j'ai connues, il y a des gens responsables du changement, des agents de changement, des vice-présidents de changement. C'est super cool. Mais c'est pas assez. C'est pas assez pour amener la société où on veut. Donc, un changement, c'est une façon différente de faire. On prend ce qu'on fait déjà, mais on le fait mieux. On est plus efficace, meilleure qualité, plus productive. C'est super. C'est super. Beaucoup d'entreprises font ça. Ça te permet de passer des améliorations de 2, 3, 4, 5 % par année. On s'améliore. Beaucoup de gens font ça. C'est mieux que d'autres qui font rien. Mais c'est pas assez. Si on veut être au meilleur de notre potentiel comme humain, comme organisation, si on veut transformer la société, c'est pas assez. Ça va prendre trop de temps. Transformation, c'est une différente façon d'être. Il y a une distinction. Je ne suis plus la même personne. Qu'est-ce que ça demande? Des changements profonds dans nos croyances, nos valeurs et nos attitudes. Ça nous définit. Hein? Votre façon de voir le monde, vos lunettes, c'est vos croyances, c'est vos valeurs, vos attitudes. Toi et moi, on voit la même chose, on ne voit pas la même chose. Tout le monde ici qui est ici, ils vont raconter à leurs collègues, leurs conjoints ce qui s'est passé aujourd'hui, on va avoir 100 histoires différentes. Personne n'a vécu la même chose. Parce qu'on le voit tout. Il y en a qui vont dire, es-tu plate, lui? Puis d'autres qui vont dire, quel conférencier c'est le meilleur à vie, tu sais. J'aimerais ça la rencontrer, cette personne. Mais ce que ça demande, c'est qu'on apprend de ses erreurs et du passé. On reconnaît notre passé. Moi, j'ai 51 ans de vie humaine. Je n'ai vécu des choses. Vous en avez aussi. Reconnais que ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Parce que si ce n'était pas passé certaines choses dans ma vie, j'aurais peut-être pas quitté mon emploi, faire ce que je fais là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Mais ce qui m'a servi à ce moment-là, peut-être ne me sert plus aujourd'hui. Hein? Puis c'est de prendre ça, mais aussi à s'engager à créer un futur qui est détaché du passé. On est tous des créateurs. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment ça, créer? Combien de vous êtes les créateurs de votre vie? Donc les autres, vous laissez votre vie créée par d'autres. Puis il n'y a rien de mauvais là-dedans, c'est la plupart des gens font ça. Donc la plupart des gens se lèvent à la même heure, boivent le même café, sortent du lit à la même place, font la même chose le matin, embrassent leur conjoint de la même façon, prennent l'auto, prennent le même chemin, arrivent au travail puis disent « ma vie est plate ». Oui, mais tu fais la même chose tous les jours. Donc, on a le droit de se réinventer, peu importe ce qui nous est arrivé avant. Il y a un homme qui s'appelle Viktor Frankl, qui est un Autrichien qui a passé 5 ans à Auschwitz, 5 ans de concentration. Puis lui, il a décidé de prendre cette expérience-là, il était psychiatre,
pour réinventer le travail qu'il faisait, puis il a écrit plein de livres après. Puis il a survécu, d'autres qui n'ont pas survécu. Fait que lui, l'affaire, le pire qui peut arriver à un humain, être pris dans cet environnement-là, il n'y a pas grand monde ici qui vont vivre ça. Lui a décidé de transformer sa vie avec ça. Donc, on est tous capables de se transformer. Puis je crois que le jour où on reconnaît qu'on peut se transformer, c'est une belle journée. Parce qu'on n'est pas attaché au passé. Peu importe ce qui nous est arrivé. Peu importe. Aussi grave ça peut être, on peut se réinventer. Donc, Marianne Williamson, qui est une personne qui a écrit beaucoup de livres, a dit la transformation qui est vraiment personnelle. Parce que pour transformer une organisation, une société, ça commence par nous autres personnellement. Ça a des impacts globaux. Imaginez, aux États-Unis, si on a un leader différent. On vient de changer le monde. Imaginez si en Corée, on a un autre leader. On ne serait pas en train de s'inquiéter pour notre avenir. Une personne peut faire toute la différence. Puis le monde dans lequel nous, on se promène, c'est le reflet de qui on est. Parce que toi et moi, on va faire une marche sur la rue, on ne verra pas la même chose. C'est que mon monde n'est pas ton monde, parce que moi, je le vois avec qui je suis. Moi, je peux décider aujourd'hui de faire un impact ou pas. Ou quand on rencontre des gens, on peut décider de contribuer à la vie des gens avec un sourire, etc. On peut avoir un impact sur beaucoup plus de monde qu'on pense. Cette révolution-là qui va sauver le monde, transformer le monde, peu importe comment on va le dire, c'est vraiment personnel. 7,4 milliards d'humains, si on se prend tout en main, on peut transformer la société au complet. Ouais. Moi, j'ai fait, dans ma vie, j'ai géré des gens qui faisaient des avions de luxe, là, 55 millions pour les gens les plus riches du monde. Il y en a un qui s'appelait Bill Gates. On en faisait deux à tous les 5 ans, pendant qu'il était président de Microsoft. Aujourd'hui, Bill Gates, ces 2 avions-là, et lui et sa femme, ils ont une fondation, puis ils donnent tout leur argent pour transformer la société. Non seulement il écrit des chèques, il va en Afrique, dans le plus fond, là, puis il dit, moi, je vais essayer de changer la société. Donc, lui, il a eu un niveau de conscience, puis là, il essaie de faire un impact. Donc, lui, il s'est transformé comme leader, puis il essaie de faire un impact. On peut tous faire ça. Donc, la transformation d'une organisation, d'une société, ça commence par la transformation des leaders, en premier. Parce que le leader, ou les leaders d'une organisation, ça commence évidemment par le top, puis tous les gens qui sont dans le leadership, c'est eux qui créent le contexte. C'est eux qui créent le contexte. Quand je suis arrivé tantôt, je parlais avec la dame qui gérait ça, je ne me souviens pas de son nom. Je dis, wow, quelle personne, quel impact. Puis évidemment, elle a cette touche-là avec les gens, mais évidemment, les gens qui la supportent, c'est ceux qui ont cet impact-là aussi. Fait que le leader, dans la façon qu'on agit, on crée un impact sur tout le monde. Puis des fois, quand il y a eu les crises économiques, certaines lignes aériennes, on allait, puis les agents de bord n'étaient pas très gentils, mais c'est normal, on n'arrêtait pas de couper les fonds de pension, on n'arrêtait pas d'affecter leur vie. T'sais. Donc, notre façon de voir le monde influence nos croyances, est influencée par nos croyances et nos valeurs. Donc, on a tous des choses qu'on croit fondamentalement. On le croit. C'est nous qui avons appris à croire ça. Souvent, ça nous a été légué par nos parents ou notre environnement socioculturel, l'école, les équipes de sport qu'on a faites. Pour quelle raison on a appris à croire ça, je ne sais pas. Parce qu'à l'école, il n'y a pas beaucoup d'instructions sur les croyances. Mais on a aussi certaines de ces croyances-là qui sont limitatives. Donc, ils ne sont pas optimales pour nous dans la société, mais on y croit mordicus. Est-ce qu'il y en a des exemples? Ce n'est pas obligé d'être les vôtres, mais vous connaissez peut-être des gens qui ont des croyances limitatives. Vous connaissez des exemples? Non? Oui? Peut-être parler fort, je vais le traduire. Quelqu'un qui va vouloir protéger la planète, mais qui de l'autre bord va pas considérer tout l'impact social, mettons, que son organisation va avoir. Pour moi, ça, c'est limitatif. C'est ça. C'est un bon exemple. Moi, ma question était plus personnelle. Moi, je suis très vulnérable, je vais vous le dire. Moi, j'ai une croyance limitative dans toute ma vie que pour être aimé, il fallait que je gagne l'amour des gens. J'ai travaillé fort en maudit. Au travail, ça m'a permis d'atteindre des hauts postes. J'ai travaillé fort plus que tout le monde pour avoir la reconnaissance que je n'ai jamais eue à mon goût, tu sais, parce que je pensais que mon père ne m'avait pas aimé. Tu sais. Finalement, on a fait la paix pour mon père, il m'aimait à sa façon. Mais ma croyance imitative, c'était qu'il fallait que je gagne l'amour. Une autre croyance imitative des gens que je coach, qui est très fréquente, c'est que je ne suis pas assez bon. Et je ne suis pas méritant. Ou je ne suis pas assez belle. J'ai fait des recherches, il y a juste 3% des femmes qui se trouvent vraiment belles. L'industrie des cosmétiques et de plein de choses adore ça parce que les gens achètent des choses, mais c'est la société qui fait ça, là. Hein? J'ai une fille de 14 ans, elle est très belle, elle est très grande, mais elle est complexée parce qu'elle est trop grande, parce que son coach lui a dit qu'elle était trop grande. On crée des pensées limitatives comme ça. Et ça, là, la plupart du temps, ça nous reste toute notre vie, jusqu'à temps qu'on réalise, on dit, ben moi, j'ai le goût de changer ça. Ça ne me sert plus maintenant, ces affaires-là, je veux changer. Peter Drucker, ça fait longtemps, mais il avait dit,
La culture est plus importante que la stratégie. En anglais, c'est Culture Eats Strategy for Breakfast. C'est bien beau les plans stratégiques, j'en ai fait des tonnes, mais après 2-3 semaines, souvent, ils sont dépassés parce que la vie a fait. Ce qui est le plus important, c'est la culture. La culture, c'est le plus fondamental dans une entreprise. C'est quoi ça, une culture? C'est quoi la culture? Les valeurs, shared values, comportement, c'est en plein ça. Donc la culture, c'est le reflet des valeurs, des croyances et des comportements. Donc c'est pas ce qui est écrit à l'entrée chez Desjardins sur un tableau, là. Ça c'est vrai, c'est sûrement quand les gens, c'est comment qu'on le vit. Quand on interface avec l'organisation, qu'on soit fournisseur, client, communauté, c'est quoi que ça a l'air? L'exemple que tu donnais tantôt, des gens qui ont une vision intéressante, mais l'impact qu'ils ont n'est peut-être pas celui qu'ils voulaient, donc une différence entre les deux. Et dans la culture, selon moi, la chose la plus importante, c'est les valeurs. Parce que c'est ça qui nous définit, puis c'est ça qui nous reste à long terme. Et c'est comme ça que les gens qui travaillent dans l'organisation interprètent les valeurs, puis eux, ils le mettent dans leur propre comportement. Parce qu'on ne peut pas dicter à quelqu'un, quand ça arrive, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Non, c'est pas comme ça fonctionne. La personne est dans la vie, interface avec des clients, par exemple, mais généralement, si elle a bien compris les valeurs, elle va prendre, selon son jugement, les bonnes actions. C'est quoi ça, les valeurs? Bien, c'est une façon simple de décrire c'est quoi nos motivations personnelles et collectives, puis qui est important pour nous. Puis les valeurs, ça a une énergie, hein, ça nous propulse nos aspirations puis nos intentions. Nos valeurs nous tirent vers le futur. Nos peurs et nos pensées limitatives nous tirent vers le passé. Parce que toutes les peurs, on les a appris. Moi, j'ai peur des serpents. J'ai appris ça de ma mère. Parce qu'une fois, elle a eu peur d'une couleuvre. Mais j'ai jamais vu de serpent de ma vie. Mes enfants ont peur des araignées parce qu'ils ont appris ça de ma femme. C'est comme ça que ça marche. Puis moi, je suis la personne qui capture les araignées dans la maison. Mais aussi nos intentions. On a des intentions. Les gens qui travaillent dans une organisation, ils ont des intentions personnelles. Puis généralement, on est vraiment bien comme employé les deux quand nos intentions ont un match avec l'organisation de l'entreprise. Des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, nos intentions, nos valeurs, il n'y a pas de gap. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est très mauvais. Parce qu'au niveau énergétique, ça ne va pas bien. Quand tes valeurs ne sont pas respectées dans l'entreprise, il n'y a pas de match d'habitude. Souvent, les gens continuent de travailler comme ça parce que c'est la paye, c'est la peur, puis maintenant, ça amène des fois des dépressions, des stress, etc. Et les gens qui ont étudié le leadership conscient ont prouvé que les gens qui gèrent avec des valeurs vont faire jusqu'à, ça c'est un graphique qui date de quelques années, jusqu'à 4 fois plus de profit. Les dernières statistiques de Raj Sisodia, le grand maître de leadership conscient, c'est 10 fois. Donc, les entreprises qui sont considérées conscientes performent 10 fois plus. 10 fois plus. Donc, ce que tu veux vraiment comme leader le plus, tu le fais par un leadership qui est différent. Donc, c'est contre-intuitif. Mais c'est ça, c'est vers ça qu'on s'en va. Et ce que je disais aux gens de Desjardins avec qui je parlais avant la conférence, c'est que le leadership conscient, c'est ça. C'est ça le paradigme du leadership. Et tout le monde est en train de rattraper ça. Donc, les entreprises qui adoptent ce leadership-là, c'est les entreprises qui vont dominer mondialement parce qu'ils vont attirer le meilleur talent. Ils vont attirer les meilleurs clients. Et des gens ici dans la salle sont beaucoup plus jeunes que moi. Les jeunes là, qui sortent de l'école aujourd'hui, ils ne feront pas ce que moi j'ai fait. Là. Ils vont choisir les entreprises qui correspondent avec leurs valeurs. C'est clair, clair, clair. Donc, il y a une personne très sage qui s'appelle Richard Barrett, qui a 20 ans, il a inventé un modèle. 7 niveaux de conscience dans le leadership, 7 niveaux de conscience dans les humains. C'est basé sur la pyramide de Maslow, qui avait 5 niveaux, il en a rajouté 2. Et on va parler de ces 7 niveaux-là, mais principalement, ce que vous avez besoin, savoir, c'est que les 3 premiers niveaux, c'est quand on focus sur nos besoins personnels. Donc, on prend ce qui se passe dans la société pour satisfaire nos propres besoins, donc on est dans l'ego. À un moment donné, on a appris à dépasser ça, puis on commence à entamer la zone de transformation, puis là, on est prêt à focuser sur les biens communs, donc on est prêt à prendre notre énergie pour le bien des autres. Et ça, c'est pour moi du vrai leadership. Donc, qu'est-ce qui arrive si on est un leader qui est pris au niveau 1? En passant, ça reflète l'évolution psychologique d'un humain. Ceux qui ont des enfants 0 à 2 ans sont là. Ça, c'est les enfants de 4 à 6, ça, c'est les teenagers. Puis quand on gradue d'université, on est jeune adulte, on est supposé être rendu là. Le problème dans la société, c'est pour plusieurs raisons, pensée limitative, peur, choses non guéries, il y a plusieurs leaders qui sont pris dans les 3 premiers niveaux. Et dans la société, beaucoup de leaders, le mieux qu'on peut voir, c'est rendu là. Mais il y a des choses magiques qui se passent quand les gens réussissent à accéder à l'autre zone. Donc, un leader qui est pris au niveau 1, et puis il y a des moments que c'est ça que ça prend. Hein. Une entreprise qui est sur le bord de la faillite, que c'est le temps de commencer à contrôler les coûts. Mais c'est des leaders qui vont focuser sur les profits principalement, puis la valeur des actionnaires, maximiser la valeur des actionnaire. Y a-t-il quelque chose de plus plate comme employé de se faire dire ça par le leader? C'est ça notre mission. On veut maximiser la valeur des actionnaires.
Je suis pas sûr que c'est ça qui nous fait lever puis qu'on vient travailler en courant. T'sais. Malgré qu'on sait qu'il faut satisfaire les actionnaires ou les membres, etc. C'est des gens qui vont être habiles à gérer l'adversité, qui sont directifs, qui sont capables de prendre en charge, etc. Trop, ça fait des organisations où il y a beaucoup de cours de contrôle, des leaders qui sont impatients, des leaders qui sont très prudents, qui ne prennent pas de risques. Je ne veux pas prendre de risques, donc je veux contrôler. Puis là, moi, j'ai travaillé dans des organisations où moi, je gérais un budget de 2,5 milliards. Mon compte de dépenses de 1 000 devait être approuvé par le président parce qu'il y avait trop de contrôle. Fait que là, à un moment donné, ça coupe tes ailes. Comme leader, tu n'es plus capable de rien faire. Mais c'est ça qu'on fait. Donc, le moment où on devrait donner plus de liberté aux gens, on vient la couper parce qu'on veut contrôler. Deuxièmement, si on opère au niveau 2, c'est qu'on gère les relations. Fait que le niveau 2, c'est d'être en relation. Hein? Premier besoin, la base, c'est d'être en sécurité et que notre vie ne soit pas en danger, puis d'avoir, pouvoir manger, etc. Une fois qu'on a satisfait ça, c'est d'être en relation avec des gens. L'humain veut être en relation, tu l'as dit tantôt, on ne veut pas être déconnecté. Mais on veut aussi être aimé. On veut être en relation, on veut être apprécié par les gens. Donc, les gens qui opèrent à ce niveau-là, c'est des gens qui focusent sur les relations, les besoins du groupe. Déjà, on a une amélioration, commence à communiquer ouvertement, prend soin des employés, clients, fournisseurs. À l'extrême, c'est des gens qui sont manipulateurs. C'est des gens qui blâment. Je veux tellement pas que tu m'aimes pas que quand il y a une crise, je vais blâmer les autres. Ça arrive des fois, ça, hein? Et c'est des gens qui ont un besoin de reconnaissance très élevé. Donc, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Ils veulent être reconnus, puis ils prennent toute l'énergie quasiment pour eux. Le troisième niveau, c'est la gestion de performance. Et ça, dans mon expérience, des fois en affaires, c'est quasiment le mieux qu'on peut espérer de plusieurs gestionnaires. Donc, on focus performance, qualité à tout prix, être les meilleurs. On veut être les meilleurs. We're going to be the best. Souvent, c'est ça qu'on entend. Donc, on focus productivité, efficacité, qualité, système, processus. C'est parfait, c'est correct. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est juste une étape pour arriver à d'autres choses. Et si on a trop de focus à l'extrême, bien là, c'est la bureaucratie. C'est la complaisance, c'est les hiérarchies. C'est encore une fois, là, vous voyez, là, ça ne respire pas, là, c'est stiff un peu. Et là, si on a une organisation qui est gérée par des leaders qui ont appris à se transformer, bien, on accède à la zone de transformation. Encore le papillon qui revient. C'est que là, les leaders reconnaissent leur rôle de facilitation. Moi, comme leader, je crée un contexte pour que les gens performent. C'est ça ma job. Je suis un influenceur. Je peux beau te dire, j'aimerais que tu fasses ça. Tu as beau dire oui, mais ça se peut que tu ne le fasses pas. Quand je deviens à ce niveau-là, c'est que tu as le goût de le faire quand je te le demande parce que tu es inspiré par la vision que je t'amène. Parce que quand tu es dirigeant, tu peux demander des choses à tes gens. Ils vont toujours le faire parce que tu les payes. Est-ce qu'ils vont le faire avec joie et avec le meilleur d'eux-mêmes? Ça, c'est jamais sûr. Parce que c'est un peu comme mon fils quand il joue au hockey. J'ai déjà dit, il y a juste toi qui sais aujourd'hui si tu as donné ton maximum. Moi, je ne sais pas. Je trouve que tu aurais pu en donner plus, mais aujourd'hui, il y a juste toi qui le sais. L'autre niveau, c'est le niveau 5. Ça, on tombe dans le leader inspirant. Là, on commence à prendre l'expansion. Là, c'est des leaders qui développent la communauté. On a une communauté. Une organisation, c'est une communauté de gens en relation. On focus sur la communauté organisationnelle. Donc, c'est un leadership positif. Tout le monde, un leader qui rentre en contact avec ses gens, c'est toujours d'énergie, il donne de l'énergie. Culture créative. Évidemment, c'est symbolique. On est dans le Desjardins Lab, le centre d'innovation de Desjardins. Et c'est un leader qui commence à focuser sur la vision, les valeurs partagées. Quelqu'un l'a dit tantôt, shared values. Pas juste moi comme leader, mais nous ensemble, qu'est-ce qu'on veut accomplir ensemble? On va passer 1 an, 2 ans, 30 ans ensemble à développer une entreprise. Qu'est-ce qu'on veut? L'autre niveau, là, on commence à tomber dans le leadership de grande conscience, c'est mentor. Un leader qui définit son leadership comme un coach et développer la collaboration, mais pas juste à l'interne, mais avec l'externe maintenant. Tantôt, la dame qui était ici me montrait sur le panneau l'impact Desjardins à travers le monde, 32 pays, je pense, où Desjardins développe là, différents. Je ne savais même pas ça, moi. Comme Québécois, je ne savais pas ça. Donc là, on tombe dans comment je fais un impact sur les autres. Et là, on fait des alliances stratégiques, on travaille sur l'épanouissement des employés. On parle souvent d'engagement, on a des sondages d'engagement. L'épanouissement, c'est d'autres choses. C'est toi, tu viens travailler chez moi, je permets d'épanouir ton plein potentiel, puis d'accomplir ta vision personnelle à travers notre organisation. Puis là, on est vraiment dans le mode protection de l'environnement. Parce que vous savez, la planète en a juste une, on est 7,4 milliards. Elle nous appartient à tous. Hein. En passant, elle ne nous appartient pas, on appartient à la planète. Et là, on a des gens qui atteignent un autre niveau. Des leaders visionnaires, des leaders qui sont au service de l'humanité. Il y en a, là. Mandela, quand il est sorti de prison après 26 ans,
Il a fait de la paix dans un pays en Afrique du Sud où c'était plein de choses qui s'est passées. Ça, c'est des leaders qui visent à très, très long terme. Il y a le leader de Google Glass, une division de Google. Je ne sais pas de son nom, je pense que c'est Tom Chi. Il dit, quand on prend une décision, on essaie de penser 7 générations. C'est long, ça, là. 7 générations, c'est je ne sais pas combien d'années. Et là, c'est une éthique incroyable. On ne coupera pas les coins ronds, même si c'est la fin de trimestre, on veut faire de l'argent, les actions, on ne coupe jamais les coins ronds. Donc, une entreprise, Patagonia, qui fait des vêtements de sport, fondée par un Québécois, Yvon Chouinard. Il y a quelques années, la présidente, une femme, elle avait une décision difficile, il fallait couper. Elle a dit, moi, je refuse de couper des postes. Fait que pendant 6 mois, elle a transporté pour 1000 employés, 2000 employés de plus qu'il avait besoin. Comme de fait, la nouvelle campagne a pogné, les gens ont embarqué, puis cette façon-là de gérer, ça a fait que parce que des vêtements, on peut en acheter plein de sortes, hein, mais cette vision-là qu'elle avait de prendre soin de sa communauté a fait que c'est devenu une compagnie hyper populaire. Donc la transformation pour nous, comme humains, mais comme leaders, c'est possible quand on a maîtrisé nos besoins, nos peurs et nos pensées limitatives de notre ego, puis qu'on peut se laisser guider par nos valeurs. On en a tous des pensées limitatives. On a tous des peurs. Ce n'est pas toutes des araignées. On a peur de plein de choses. Hein? On a peur de l'échec. On a peur de comment les gens vont nous voir. On a peur d'être embarrassé. On a peur de plein de choses. Tu sais. Mais une fois qu'on est capable de les gérer, ça se peut que les mêmes peurs nous suivent toute notre vie. On les reconnaît. Tu me dis quelque chose, ça vient émerger en moi. Ah, la colère, qu'est-ce qui se passe? Ah, Stéphane travaille un peu là-dessus. Puis là, je choisis d'interagir avec toi et non pas de me fâcher. C'est que là, mes valeurs prennent le dessus. Puis nos valeurs, ils veulent nous élever en conscience. Le but, là, c'est pas d'être parfait puis d'opérer juste au niveau 7. C'est d'être capable d'opérer à tous les niveaux. Parce qu'à un moment donné, il faut payer les comptes. Hein? Il faut prendre soin de la finance, il faut prendre soin des relations. Mais si ton centre de gravité est à un niveau, tu n'as pas accès au niveau en haut. Mais si ton centre de gravité est à un niveau, tu as accès à tous les niveaux en bas. Donc, c'est d'être, en anglais, on dit un full spectrum, d'être un leader qui est capable d'opérer à tous les niveaux selon les situations. Oui? Pardon? Oui. Donc, une organisation consciente, c'est quoi que ça fait? Ça nous inspire à donner le meilleur de nous-mêmes. Hein? Vous êtes capable de l'imaginer, vous travaillez pour une organisation consciente ou un leader conscient, on a le goût de donner son max. C'est clair. Ça nous rappelle constamment qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Hein? On n'est pas à notre bureau en train de faire nos choses. Oui, des fois, on en fait ça, mais ça nous... Ouais, j'ai vraiment... Puis moi, ce que ça a fait dans ma vie, c'est que je me lève le matin et je cours pour aller travailler. Hein. Lundi matin, c'est « Wow! J'ai hâte! » Parce que je fais partie d'une mission, je fais partie d'une organisation. On m'encourage à être le meilleur de moi-même, puis je fais partie d'une communauté de gens qui veulent atteindre leur plein potentiel. Une fois qu'on a fait ça, ben là, il faut tomber dans la maîtrise personnelle. Donc, je veux vous dire une bonne nouvelle, vous êtes 100% responsable de vos émotions. À partir d'aujourd'hui, votre vie a changé, vous avez le droit, mais vous ne devriez plus jamais blâmer personne. Parce que peu importe ce qui arrive, c'est votre responsabilité. Parce qu'à moins que quelqu'un ait un couteau en train de vous poignarder, là, c'est juste des mots. C'est juste des gestes, c'est juste des whatever. Et quand je me promène dans le trafic, moi, je suis assez zen de ce temps-là. Il y a beaucoup de gens fâchés. Parce que à la lumière, je prends un quart de seconde trop vite. Des fois je ne ferai pas les gestes, toutes sortes de gestes. Puis je me dis, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas arriver 1 seconde plus tard au travail. C'est comme la fin du monde. T'sais. C'est comme ça qu'on se promène. Hein? Donc, on a tous des déclencheurs. Des fois, c'est des mots. Des fois, des comportements. Des fois, c'est des valeurs, des actions que les autres gens font ou des situations qui viennent déclencher. Comme moi, là, si tu veux vraiment me toucher, là, ne crie pas après moi quand tu es déçu. Dis, Stéphane, je suis déçu. Ouf! Parce que ça vient de mon passé avec mon père, par exemple. Fait que là, ça déclenche. Je dis, Stéphane, je suis tellement déçu. Or, I'm so disappointed. Ouf! Tu te mets à crier, je m'en fous, tu sais. Mais on a tous des choses comme ça. Mais l'important, c'est de le savoir. Puis, avant d'aller là, c'est que dans notre cerveau, on a plusieurs cerveaux. Un cerveau qui est reptilien. Quand on était des hommes des cavernes et des femmes des cavernes, c'est le cerveau où on était constamment en danger. Là. Fait que c'est un cerveau là, qui réagit. Quelque chose se passe, puis on réagit. C'est correct, mais la plupart du temps, dans les salles de conférence, il n'y a pas de danger physique. Puis on oublie qu'on a un cerveau intelligent qui s'appelle le néocortex. Mais ça prend 2 secondes avant qu'il rentre en jeu. Fait que des fois, quand il se passe de quoi, où on sent un stress, peut-être attendre 2 secondes. 2 secondes. C'est pour ça que j'ai inventé le bouton pause. Comme on avait dans le temps sur les vidéos camcorders, là. Quand il se passe de quoi, où tu sens, puis d'habitude, on le sent dans le corps. Il faut être présent dans le corps. On sent quelque chose est en train de se passer. Le cœur commence à battre parce que quelqu'un a dit de quoi en meeting. Et moi, j'ai vu des situations de stress en meeting. C'est comme si on était en état de guerre, puis c'est juste un meeting. Tu sais.
sont juste en train de parler de stratégie, puis lui, il n'est pas d'accord avec elle, puis là, c'est la fin du monde. Puis des fois, ça devient... ça prend des jours à s'en remettre de ça. Là. Le bouton pause pourrait vous aider. Un bouton pause virtuel. L'autre chose, c'est que une fois qu'on atteint les plus hauts niveaux, c'est qu'on devient au service. Une des choses que moi, je trouve importante dans le leadership, c'est la compassion. C'est de réaliser que les gens qui viennent de passer la porte pour venir travailler, c'est des humains qui ont une famille, qui ont des pères malades, des enfants qui ont manqué l'école aujourd'hui, des discussions de couple, la voiture est brisée, plein de choses. Hein? Puis de recevoir ces gens-là au complet. Ça ne veut pas dire que c'est une excuse de ne pas performer, mais ça peut vouloir dire de s'intéresser aux gens. Comment ça va le hockey avec ton fils? Comment ça va avec ta mère qui est malade? Ça, pour les gens, ils se sentent accueillis au complet. Il y a même un général dans la Deuxième Guerre mondiale qui avait dit « La compassion, c'est la plus grande qualité d'un leader militaire. Les gens que je gère, ils vont risquer leur vie, la plupart vont mourir. » Comme c'est un leader militaire qui sa job, c'est de gérer des gens qui vont tuer du monde. L'autre chose, la gratitude, tu l'as mentionné tantôt. La gratitude, ça vient de transformer notre vie. Je crois qu'on est privilégié d'habiter au Québec, dans un pays où on a un système de santé, un système d'éducation. La plupart des gens peuvent avoir des emplois. Très peu de gens meurent parce qu'ils n'ont pas de soins médicaux, etc. Puis des fois, on l'oublie. Des fois, il fait froid, tempête de neige, on dit « Ah, c'est plate la vie ». Non, mais finalement, c'est pas si plate que ça. C'est pas si plate que ça. Et c'est prouvé que la gratitude, c'est une des émotions qui a le plus haut taux de vibration. Un conseil, le matin, en vous levant, trouvez 3 choses pour avoir de la gratitude. Ça peut être aussi simple que mon café est bon ce matin, j'ai gardé mes enfants dans les yeux, puis je suis content qu'ils sont en santé. Pas besoin des affaires paix mondiale, là. Ça peut être des choses très simples. Et aussi, démontrer votre gratitude dans l'interaction que vous faites. La personne au Starbucks qui vous sert le café, merci beaucoup, je suis content de ton sourire. Des choses comme ça, vous ajoutez au bonheur des autres. Puis en échange, bien, c'est sûr, quand tu souris aux gens, ils te sourient, mais là, tu as ce que tu veux des sourires dans ta vie. La vision. Une vision, c'est tellement important parce que la vision, ça nous propulse vers l'avant. Oui, il faut être présent, mais on vit dans un monde qui est en mouvement, donc c'est important de ne pas vivre dans le passé. Combien de gens ici se lèvent le matin et définissent une intention pour leur vie? Donc les autres, si vous n'avez pas d'intention, vous vivez l'intention des autres. Et rien de mal, c'est tout le monde fait ça. C'est comme un bateau qui va dans la mer sans gouvernail. Il s'en va quelque part, pas trop sûr où. Une intention, ça peut être aussi simple qu'aujourd'hui, je vais être présent. Moi, c'est un de mes défis dans la vie. C'est une intention, pour le reste de ma vie, je vais être présent, parce que j'ai tendance à ne pas toujours être présent. Ça peut être une intention, aujourd'hui, je vais essayer d'amener de la joie dans mon équipe de travail, par exemple. Plein de choses. Okay? Mais et une intention, ça a une destination. On vient de donner un sens à ce qu'on va accomplir aujourd'hui. Puis il y a des bonnes chances que ça vienne guider toutes nos actions. Il va se passer de quoi? Ah, puis finalement, je vais être présent aujourd'hui, je ne le ferai pas. T'sais. Oh, téléphone, comme là, si quelqu'un m'appelle, je vais être présent. Oui. Oui, juste une seconde. Oui, Jean, elle me dit wrap-up, Stéphane. Donc, la vision, ça va. Donc, dans le fond, j'allais conclure. Là. Ma question pour vous, moi, j'avais une intention aujourd'hui très, très claire. C'était que vous sortiez ici et que vous aviez la curiosité de dire, moi, je suis prêt à explorer, de devenir un leader conscient. C'est ça mon objectif. C'est sûr que j'espère que j'ai été intéressant pour vous, mais ça, c'est pas assez. L'objectif, c'est que vous dites, moi, j'ai la curiosité, j'ai le goût de dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y en a, ça leur tente de continuer le dialogue? Pas nécessairement maintenant. Est-ce qu'il y en a que ça leur tente de devenir des leaders conscients? Tout le monde? OK. Ceux que ça ne leur tente pas, on a le cours de récupération après. Donc, hein? Donc, on commence une collaboration avec Desjardins. Donc, on offre la semaine prochaine ici une formation de 2 jours. On appelle ça l'Académie du leadership conscient. Je me suis basé sur les spectacles qu'il y avait, la musique. L'Académie, ça se passe ici la semaine prochaine. Prix spécial, collaboration avec Desjardins. Et nous autres, comme on veut impacter la société au complet, on a organisé le 14 mars, Jeanne et moi, le sommet mondial du leadership conscient. Je l'ai appelé mondial parce que c'est la première fois qu'on le fait. Et on a invité les grandes sommités mondiales. Ça, c'est le gars qui a inventé le Conscious Capitalism, qui a écrit le livre. Ça, c'est la femme de l'Inde qui a écrit le livre sur le leadership féminin, Shakti Leadership. Donc, on a des conférences extraordinaires. Puis, on a aussi un panéliste de Jean Laferre de Montréal. Donc, la conférence, c'est 14 mars. Les billets sont en vente, etc. Puis, si ça vous intéresse, vous êtes bienvenus. Ça va être une conférence d'une journée complète où on va avoir la chance d'explorer beaucoup plus en détail le leadership conscient.
Puis on attend environ 500 personnes là, à travers le monde pour ça. Donc, en gros, c'était ça. Mon temps est terminé, mais s'il y en a qui ont le goût de poser des questions, moi, je suis prêt à les répondre. Oui?